Rise in the canyon, that's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on retrouve pour la troisième fois notre ami Maxime Bauer, qui est critique de cinéma chez Istasia. Je salue et remercie tous nos potes de Istasia et surtout Elvire Ménard, que je salue affectueusement. Comment vas-tu, Maxime? Eh ben, ça va très bien. Enchanté d'être là encore une fois. T'en as pas un peu marre que je te sollicite à chaque fois? Absolument pas, c'est toujours un plaisir. En plus, je suis sûr que là, ce soir, Alors, je sais que la première fois que tu étais venu, c'était pour parler du Wuxiapian. Puis la deuxième fois, c'était avec tes amis et collègues pour parler d'un festival de films de cinéma chinois. Mais là, je suis sûr que tu étais assez content parce que quand je t'ai parlé de ça, de sujet, tu m'as dit, ah oui, vas-y, on y va à banco. En fait, Spectrum a eu l'idée ingénieuse, comme d'habitude, de sortir 3 films de Anhui. Eh oui, Love in Fallen City, qui a été réalisé en 84. Tu me coupes la parole si je dis une bêtise. 18 Springs, qui a été fait en 97, si je me trompe pas. Absolument. Et The Where We Are, c'est 2004 ou 2008? 2008, je crois. C'est 2008. 2008. Et j'en profite pour ajouter celui-là qui est sorti chez Spectrum aussi, The Story of Wu Yet, qui comporte aussi Boat People, qui est très connu. Je pense qu'il est épuisé maintenant. C'est le premier que Spectrum a édité. D'ailleurs, j'aimerais en profiter pour vraiment saluer Spectrum qui édite enfin à juste titre cette réalisatrice vraiment très importante dont on va en parler en détail, mais il était temps. Alors oui, effectivement, on salue Spectrum qui, sans eux, cette émission n'aurait pas lieu. Et là où je voulais... Oui, et en 2020, elle a reçu un hommage vibrant, le Lion d'Or, à la Mostra de Venise, en 2020. Absolument. Est-ce que si je te dis que Anhui n'est pas si connu que ça en France, est-ce que tu me comptes, quand je dis connu, c'est non pas un public de niche, quoi, enfin connu globalement, est-ce que tu me contredirais là-dessus? Non, je te contredis pas. Elle est reconnue, mais elle n'est pas connue. Et je dirais même qu'il y a beaucoup de réalisateurs chinois, hongkongais qui sont reconnus, mais pas connus. Mais Anhui, on a mis plus de temps à la découvrir ou redécouvrir, je dirais. Moi, le premier film que j'ai vu d'Anhui, c'est Une vie simple, je pense qu'il a eu une sortie nationale en 2011, en France, je pense, parce qu'il a été édité en DVD dans la foulée. Donc, moi, je l'avais loué à une médiathèque. Il est facilement trouvable, ce film, et c'est un très, très beau film, avec Andy Lau dans ce que je pense être son meilleur rôle, hein, vraiment. Mais sinon, voilà, c'est une réalisatrice. Bon, il faut saluer encore certaines institutions comme Arte. Arte, par exemple, dans les années 90, ils ont diffusé des trucs, c'était les seuls à le diffuser, c'était les comédies cantonaises de Michael Hui, qui n'a rien à voir avec Anne Hui, c'est le même nom, mais c'est pas la même chose. Et Arte, ils ont diffusé aussi de manière sporadique, de temps à autre, de manière confidentielle, des films de Anne Hui. On est voué à voir ces films que comme ça. Enfin, c'était le cas jusqu'à maintenant. Maintenant, il y a quelques films qui sont sortis en vidéo. Il reste un large spectre de sa filmographie à explorer encore, mais j'ose espérer qu'à Venise, ce Lion d'Or qu'elle a eu va permettre qu'on le redécouvre encore un peu plus en détail, qu'on se repenche sur ses anciens films, qu'on se penche sur ses films actuels, parce qu'elle fait toujours des films. Voilà, on espère qu'ils sortiront en salle. Oui, c'est ça, c'est que quand on s'intéresse un petit peu à sa filmographie, on s'aperçoit qu'elle n'a jamais chômé, qu'elle continue encore inlassablement de faire du cinéma. Alors, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais de continuer aussi à recevoir des prix, beaucoup de prix. Et Anhui, en fait, qu'est-ce qu'elle... alors, il faut déjà la localiser. Anhui est une cinéaste qui vient d'une géographie cinématographique extrêmement importante, qui a eu une histoire incroyable et dont on a souvent parlé quand on dialoguait sur Microciné. D'où vient Anhui et surtout, est-ce que le cinéma pour elle était une évidence? Anne Hui, donc c'est une cinéaste de Hong Kong. Elle avait fait sa carrière le gros de sa carrière à Hong Kong, même si comme beaucoup de personnalités de l'industrie du cinéma de Hong Kong, elle n'est pas née hongkongaise, hein, elle est née en Chine continentale, d'un père chinois et d'une mère japonaise, ce qui est assez peu courant. Enfin, dans la profession, j'ai pas beaucoup vu ce métissage, je l'ai pas beaucoup vu. D'ailleurs de cette particularité qu'elle a, elle va en tirer un magnifique film autobiographique, Le Chant de l'exil. Donc voilà, elle vient de Chine, elle a grandi à Macao, je crois.
Elle a fait sa vie d'adulte à Hong Kong. Elle a aussi étudié à l'étranger, dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, je crois. Oui, à Londres, oui. Donc c'est ça. Et du coup, voilà, Anne Hui, en fait, elle fait partie de ce qu'on appelle la nouvelle vague hongkongaise. C'est-à-dire que c'est quelques cinéastes, Choi Ark, Patrick Tam, Alex Chung et Han Hui, il y en a d'autres, hein, qui ont fait leurs armes à la télévision. À la fin des années 70, la télévision hongkongaise elle était très prolifique en séries de tout genre. Alors c'était des séries où chaque épisode était un one-shot. En fait, c'est un téléfilm, pas forcément sur des thèmes particuliers, la série, mais ouais, il y a une vision sur une série ce que je imagine être un showrunner. Et il y a chaque il y a des cinéastes qui se sont fait la main à la télévision comme ça. Par exemple, Anne Hui, elle s'est fait remarquer sur la série Below the Lion's Rock, où elle a fait 2 téléfilms, The Bridge sur la bureaucratie hongkongaise et The Boy from Vietnam, qui est un cours sur l'immigration vietnamienne à la fin des années 70 à Hong Kong. Et elle en fera une trilogie avec 2 grands films par la suite, donc The Story of Who Viet et Boat People. Et donc voilà, elle a fait ses armes à la télévision. Donc comme Choi Ark et compagnie, dès 1979, elle se lance dans le cinéma. Et depuis, elle n'a pas chômé. Donc son premier Alors, film, c'est The Secret, qui est un thriller ouais. avec Sylvia Chang. Sylvia Chang, dont il faudra qu'on reparle aussi, une actrice, réalisatrice très importante dans le cinéma chinois. Je viens d'apprendre d'ailleurs que le dernier film où elle est actrice va être sorti en France. On en reparlera peut-être. Ah bah ça, avec plaisir, on prend note. Est-ce qu'on peut revenir sur la trilogie vietnamienne? Parce que c'est très Oui. intéressant, ça. En faisant, parce qu'en fait, Louis est allé même jusqu'à essayer de comprendre un peu ce qu'il en était de cette émigration. Mais qu'est-ce que ça veut dire le fait de s'intéresser à cette immigration vietnamienne à Hong Kong, de faire 3 films là-dessus? Est-ce qu'il y a un lien aussi avec le fait qu'il y a la rétrocession qui pointe le bout de son nez et qui arrivera en 97-98? À la rétrocession, c'est toujours un sujet. On ne peut pas passer à côté quand on évoque le cinéma des années 80-90. D'ailleurs, c'est Brigitte Duzan, spécialiste des cinémas chinois et de la littérature chinoise, qui a fait remarquer que Love in a Fallen City, donc son film pour la Shaw Brothers qu'elle a fait en 84, il a été fait en 84, année de la signature des accords sino-chinois sur la rétrocession, et 18 Springs, les 2 films sont des adaptations de la romancière shanghaïenne Eileen Chang. Les 2 films, l'autre film a été fait en 1997, qui est l'année de la rétrocession. C'est un sujet qui traverse le cinéma hongkongais de cette période. Après, je suis pas sûr à 100%. Tu sais, c'est facile de foutre des allusions à la rétrocession partout dans le cinéma hongkongais de cette période-là. C'est sûr, c'est dans l'air, hein. Il y a divers éléments qui font que souvent les Hongkongais sont repris, ils se prennent la vérité dans la figure, hein. Par exemple, Tiananmen, ça a été un électrochoc à l'époque, hein. Ils se sont dit, ouais, dans 8 ans, on va être à nouveau rétrocédé à la Chine continentale qui traite ses citoyens comme ça. Et donc oui, je pense que Anne Hui, en fait, elle a un focus. Elle n'a pas fait que des drames, elle n'a pas fait que des mélodrames, c'est beaucoup ce qu'on voit d'elle. Elle est beaucoup plus diversifiée qu'on ne le pense, et je pense qu'elle s'intéresse un peu à tous les sujets, pour peu que ce soit intéressant. À la fin des années 70, l'immigration vietnamienne, c'était un sujet très préoccupant, et en fait, si tu regardes son téléfilm, le premier volet de la trilogie vietnamienne qui est The Boy from Vietnam, il y a un plan qui m'a marqué plus que les autres. Donc c'est un plan, il paraît évident, mais l'image m'a vraiment frappé. C'est donc le petit garçon, on voit première partie du film comment il part, comment il laisse sa famille, comment il va défricher Hong Kong lui-même tout seul. Et il arrive en bateau et on voit un énorme plan sur la ville, sur ces buildings gigantesques, ces buildings lumineux dans la nuit. Hong Kong, quoi, la mégalopole asiatique par excellence. Et ce plan-là, tu vas le retrouver dans d'autres films de Han Hui, en fait. Ce plan d'entrée dans Hong Kong. Alors, j'ai plus en tête exactement le film, je l'ai vu récemment, mais je crois que c'est dans Neige d'été. Neige d'été en 95. Tu as aussi des plans comme ça sur Hong Kong. Alors, il y a beaucoup de réalisateurs qui ont fait ce genre de plan-là, mais je trouve que dans sa filmographie, ils se font écho. Il y a comme le centre du monde semble être Hong Kong, c'est son univers, malgré qu'elle ne soit pas née à Hong Kong, tu vois. Et ça, c'est assez symptomatique de certains autres réalisateurs qui ont fait de Hong Kong leur patrie d'adoption.
Mais ça voudrait dire quoi, ça, par rapport à cette... Je m'entends, il y a un petit écho, mais ça va partir. Mais ça veut dire quoi, ce plan un peu symptomatique par rapport à cette immigration et par rapport à la vision de Hong Kong? Ça serait un fantasme? C'est la promesse d'une vie meilleure, bien entendu, parce que, et d'ailleurs, ça fait sûrement écho à son histoire personnelle où elle ne vient pas de Hong Kong, elle vient de Chine continentale. Sa famille a d'ailleurs, comme sa mère est japonaise et son père chinois, il y a une histoire de rapport à la guerre aussi, comme c'était difficile d'imaginer un couple comme ça. Euh, donc du coup, oui, ça fait écho à sa propre histoire, cette histoire d'immigration, cette histoire de déracinement, qui a été donc dans de nombreux endroits, à Macao, dans les pays anglo-saxons, et qui paradoxalement se raccroche beaucoup à son identité chinoise, et je dirais même à une certaine culture traditionnelle, dans la mesure où son œuvre elle est traversée par des références à la littérature chinoise, Mhm. que ce soit les 3 films qu'elle a fait en adaptant la romancière shanghaïenne Eileen Chang, et même ce film que j'ai en Blu-ray importé, The Golden Era. Mhm. C'est la biographie une autre célèbre romancière chinoise, Xia Rong. Je trouve que c'est un film qui ressemble pas mal à Love in a Fallen City, alors que ce n'est pas une adaptation, mais c'est une biographie, tu vois. Et on retrouve un peu la même structure, cette façon de filmer Shanghai à l'ancienne. Euh, voilà. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai découvert ces 3 films, c'est que je trouve qu'elle a un style enfin, je trouve que c'est extrêmement tendu. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui font qu'il y a une sécheresse dans sa manière de mettre en scène, dans le montage aussi, mais il y a vraiment des moments de tension assez incroyables. Et j'ai l'impression que ces plans, alors je généralise pas tout, j'ai pas tout vu d'Anoui, mais par rapport à ces 3 films, j'ai l'impression que les plans chez Anoui, c'est pas qu'il ne respire pas, c'est qu'il souffre. Oui, je vois ce que tu Et veux il dire. faut- Moi, je trouve tu- qu'on le tu- voit beaucoup dans The Story of Ouviette, où c'est un film tendu d'un bout à l'autre. Euh, D'ailleurs, Stories of Juliet, petite anecdote qui n'intéresse personne, mais je la dis quand même, c'est ma première critique pour Istasia en 2019, donc je m'en souviens très bien. C'est un film, je cherchais comment en parler, et je trouvais que, moi, souvent j'ai tendance à dire qu'un film d'action, c'est un film qui a un chorégraphe d'action, d'accord, de scènes de ouais. combat. Et The Story of Juliet, c'est un film qui en a. Ce chorégraphe, c'est Ching Soo-tung, donc le chorégraphe de légende, qui est devenu scénariste par la suite. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de films d'action dans The Story of Juliet. Ces scènes d'action, c'est un peu la face. Anouilh s'y est conformé parce que c'est ce qui se faisait à l'époque dans le cinéma à Hong Kong. Il fallait des scènes un peu violentes, tendues. Mais en fait, pour moi, ce qu'il y a entre le drame et le film d'action, c'est le thriller, en fait. C'est-à-dire que c'est un film tendu, où il y a des enjeux, où il y a du suspense et où il y a des séquences de violence, forcément. Et ça, c'est vrai que tu vas le trouver un peu partout. Et dans Love in a Fallen City, pour revenir sur les films qui nous intéressent plus spécifiquement, le plan que j'ai retenu, c'est à la fin, dans la résidence de Hong Kong, le bombardement. Il m'a vraiment Mm. impressionné. Pour moi, en fait, Love in a Fallen City, je croyais, vu le nom, sans le voir, vu le nom, etc., que c'était une romance ou un mélodrame. En fait, c'est vraiment, c'est un film de guerre, en fait. C'est vraiment un film de guerre dont la sécheresse est, est vraiment très utile parce qu'elle fait un peu ressentir, plus que d'autres cinéastes de tout pays confondu, ce que c'est qu'un bombardement, ce que c'est que la guerre, que ça frappe. Et encore une fois, dans The Golden Era, il y a une autre scène d'explosion, de bombardement. Elle te saisit pareil, hein. C'est très surprenant venant de ce genre de film qu'on imaginerait à tort être vaguement mélodramatique. J'ai l'impression que les personnages aussi sont traités comme si c'était une fatalité. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette espèce de glissement comme ça très perceptible où on a l'impression qu'il y a un état des lieux et il faut quand même faire en sorte que les choses changent. J'ai l'impression que dans les films que j'ai vus, en tout cas, les personnages sont limite, sont pas zombiaques, mais ils savent où il ne faut pas aller, mais ils y vont quand même. Il y a une fatalité très intéressante et en même temps assez malsaine. J'ai vraiment, c'est un cinéaste que j'ai découvert. Hein. J'avais vu Bad People, certes, mais là, avec ces 3 films-là, j'ai ce rapport qu'elle entretient, la manière qu'elle a de définir
ces personnages font que ce sont des personnages qui sont mus par une forme de fatalité, mais une fatalité inconcevable. Enfin, pas inconcevable, une fatalité, oui, comme son nom l'indique, c'est une tragédie, quoi. Ils vont y aller, et tant qu'il y aura des murs, il y aura des films, et il y aura des histoires, mais ils continueront à les casser, ces murs. C'est très troublant. Ça, je pense que ça dû au fait de sa culture chinoise, le confucianisme. Enfin, on le voit très bien dans Love in a Fallen City, surtout, hein, aussi dans Hastings Springs, mais je trouve plus dans Love in a Fallen City, j'ai lu le roman aussi de Eileen Chang, qui est traduit en français pour ceux que ça intéresse. Mhm. Euh, En fait, le scénario, il est quasiment identique, hein. Le scénario, ce fatalisme, il vient pas forcément de Anne, il vient de l'héroïne, donc campée par Cora Miao. Elle a divorcé d'un mari violent, ça se faisait pas à cette époque-là. Elle est un peu répudiée par sa fratrie qui a dû, soi-disant, l'entretenir en attendant qu'elle se remarie, ce qu'elle n'a pas fait à 28 ans. Voilà, c'est un peu une critique de ce confucianisme. Non, c'est pas le mot. Cette société confucéenne où, voilà, où les femmes, le mariage pour les femmes, c'est très important et faut pas faire perdre la face à la famille. Ça, c'est une critique de ça. Anne, voilà, elle se retrouve pleinement dans ce genre de mélodrame, hein. C'est pas pour rien qu'elle a adapté Lynching par 3 fois, Lynching par 3 fois. Et Sing Spring, ça a adopté un peu cette couleur-là aussi, même s'il y a plus un focus sur avant le mariage, sur les relations entre les personnages, entre les divers personnages. Mais après, quand même, pour déporter un peu le débat, Anne, elle n'a pas fait que ça. Mm. Elle a fait des films d'arts martiaux dans la plus pure tradition, adapté de Jin Yong. Elle a fait un film que j'ai pas pu voir, Stunt Woman, avec Michelle Yeoh et Sammo Hung sur le milieu des cascadeuses. Donc tu vois, c'est vraiment un tout autre délire. Elle a fait une comédie horrifique, c'est son deuxième film, The Spooky Bunch. Elle a fait une comédie sur la question du genre et des questions LGBT en 2010. En fait, elle a et je dis bien comédie, hein, c'est pas un film qui est lourd, hein, c'est un film qui est vraiment léger. Comme Sylvia Chang, elle a fait des films qui ressemblent un peu à des comédies romantiques, un peu comme ça, un peu que j'aime beaucoup, hein. Vraiment, j'invite vraiment les gens à découvrir ce genre de film-là. C'est très méconnu. Ça n'a pas forcément bonne réputation, mais c'est assez drôle, c'est assez frais, ça en dit long sur la société hongkongaise ou taïwanaise ou chinoise quand c'est produit en Chine continentale. Elle a fait ce genre de film-là, hein, oui. Elle a pas une carrière si uniforme que ça. Sauf qu'on connaît pas tout. Comme elle est à découvrir encore, on connaît pas encore tous les aspects de sa filmographie. Que disent les films qu'elle a. Quand tu prends les deux premiers, c'est-à-dire Love in Fallen City et Ethan Springs, donc réalisés en 84 80 et 97. et 97, et le dernier qui s'appelle The Where We Are, qui a été réalisé en 2008. En 2008. Voilà, est-ce que selon toi, j'ai pas vu les autres films qui ont été faits après la rétrocession, est-ce que quelque chose a changé chez Anne dans sa manière de mettre en scène? J'ai pas tout vu non plus. Ceux des années 2000, j'en ai pas vu beaucoup. Par contre, en 2008, elle fait The Way We Are. En 2010, elle fait donc cette comédie romantique LGBT. Et en 2011, elle fait Une vie simple qui est dramatique, mais quand même, il y a un côté très positif, humaniste dans ce film, je trouve. Et en fait, ces trois films-là, voilà, ils ont un petit peu la même tonalité, si tu veux. Et du coup, oui, il montre la facette la plus positive de son cinéma, sachant qu'après, en 2014, donc elle fait The Golden Era, qui est plombant, on va pas se mentir, qui est vraiment lourd, cette romancière dont elle parle, dont elle fait la biographie, elle vit dans la misère, on dirait du Dostoïevski, tu vois, hein. Elle vit dans la Ouais. misère quand elle a des enfants, elle est répudiée, enfin, quand elle a deux enfants dans le film. Le premier, quand on lui tend, elle tourne la tête. Enfin, il y a des sentiments très graves et profonds dans ces personnages-là. Je persiste à dire que Anne Rouille, elle a vraiment pas une filmographie uniforme et que cette tonalité dramatique, tragique dont tu parles, ça fait partie de cette culture confucéenne qui est pesante sur les familles et sur les femmes.
les femmes, il faut le dire, sur ce que doivent devenir les femmes dans les familles, dans la société. Anne Hui, qui est une des premières cinéastes de Hong Kong à être parvenue autant sur le devant de la scène, au moins dans les pays chinois et à Hong Kong. Et est-ce qu'il y a... ce que je veux dire, c'est que la question... Enfin, cinématographiquement, Anne Hui, elle vient d'où exactement? Est-ce que on sait maintenant les références qui l'ont inspirée? Tu me parlais de la littérature, ça c'est très important, je pense qu'il faudrait aussi en parler. Mais cinématographiquement, elle vient d'où, Anne Hui? Alors Anne Hui, elle a étudié. Je crois qu'on peut trouver son mémoire si on fouille bien sur Internet. On peut trouver son mémoire en anglais. Je sais plus tout à fait sur quoi il est. Je crois qu'il est sur Robert Bresson. Je suis pas sûr. Il est sur Robert Alors là, Bresson. c'est étonnant, c'est étonnant. Ouais. Elle a étudié. Je vais regarder à nouveau sa description dans le dictionnaire des cinémas chinois. Ouais. Je sais pas il y a une page Anne Hui où il fait mention qu'elle a Vas-y, étudié. je t'en prie. Je lis du coup. Vas-y, je t'en prie. Ça m'intéresse. Attends, bon, je vais pas le retrouver. Non, elle a étudié de mémoire, elle a étudié donc certains cinéastes français, elle a étudié Akira Kurosawa, donc Bresson, les autres j'ai plus en tête, mais voilà, elle a étudié le cinéma occidental et surtout ce qu'on sait moins, mais qui est vrai, c'est que avant d'aller à la télé, donc avant pour être catégorisé nouvelle vague hongkongaise, il faut avoir fait ses armes à la télé. Mais très exactement, Anne Hui, elle a commencé à faire du cinéma avant la télé, où elle a été assistante de King Hu, le grand cinéaste chinois de Wuxiapian, où ils ont une relation vraiment de maître à élève qui a duré longtemps, hein, jusqu'au dernier film de King Hu, où Anne Hui est même venue lui donner un coup de main quand il avait du mal. Ça, c'est un assistant réalisateur et un chorégraphe qui en a fait état quand on l'interroge. Mais elle faisait des tâches un peu, je dirais pas ingrate. Apparemment, elle a fait pas mal de tâches administratives avec lui, mais apparemment, King Hu aussi, il lui donnait ses storyboards et elle devait les recopier pour apprendre à faire du cinéma, pour apprendre à séquencer les scènes. Mais ça, c'était vraiment toute jeune qu'elle était, hein. C'est-à-dire avant pleinement qu'elle se mette à prendre sa caméra et réaliser. Quand tu dis qu'on était obligé de passer par la télé parce que c'était une manière d'apprendre à travailler vite, Je pense surtout je pense que c'est pas tout à fait ça. Je pense que les personnes qui étaient aux manettes de la télé hongkongaise, c'était des personnes il y a des astres qui sont alignés des fois. Ça s'est vu aussi à Taïwan avec la nouvelle vague taïwanaise. Il y a des décideurs qui décident d'apporter du sang frais et de faire des programmes qui permettent cette liberté de ton. Euh, Dans les années 60, avant et 60, début 70, je suis pas expert en télé hongkongaise, hein, mais je crois que c'est beaucoup des romans, soit des mélodrames, soit des films d'époque. Et en fait, les films d'époque, par cycle, ils lassent le public. Et à la fin des années 70, il y a eu vraiment des novations, des choses novatrices à la télévision avec des morceaux de polar, du réalisme social, du réalisme documentaire. On peut pas trop voir ces trucs-là. C'est dommage parce qu'il faudrait peut-être qu'on retombe. Je crois que la télévision hongkongaise met certains épisodes sur YouTube de temps en temps. Ils sont pas sous-titrés, même pas en anglais, donc c'est difficile pour nous de comprendre. Mais par exemple, Alex Chung de la nouvelle vague hongkongaise, il s'est fait la main sur la série CID. Alors CID, je crois que c'est une division de la police hongkongaise, hein. Et il a fait des épisodes vraiment très durs, très noirs, très graves, mais très profonds aussi. Et ils sont caractérisés, ces moments, je suppose, pour ce que j'ai vu d'Anne Hui, c'est vrai en tout cas, par un sens de la tension, du suspense, même quand c'est pas profondément dramatique. The Boy from Vietnam, c'est profondément dramatique. The Bridge, c'est plus une histoire, voilà, c'est une histoire sur l'administration, sur un pont qui est mal construit et qui gêne, qui ne satisfait pas la population. Mais ces histoires, elles sont caractérisées par un sens du suspense, de la tension, des essais narratifs inédits, c'est peut-être un peu fort, mais voilà, ils avaient leurs histoires à raconter, ils étaient maîtres sur leur épisode, les réalisateurs, et du coup, ça nécessitait beaucoup de documentation. D'ailleurs, Alex Chung, quand il fait des CID, il va se documenter directement auprès de la police, et c'est comme ça qu'il va donner ses deux premiers polars. Anne Hui, j'ai pas eu le détail exactement sur comment elle s'est documentée, mais en tout cas, il y avait un large travail de documentation, d'aller rencontrer des gens pour produire ces épisodes et après se lancer dans le cinéma.
Tu disais qu'elle faisait partie de cette nouvelle vague du cinéma HK de la fin de ce début 80, mais est-ce qu'elle était réellement, est-ce qu'elle s'en démarquait par sa manière, par les sujets, les questionnements sociaux, parce que c'est quelque chose qui est vraiment dans son cinéma, est-ce qu'elle s'est démarquée un peu de cette nouvelle vague, mais aussi par sa mise en scène? Oui, démarqué, je sais pas, parce que Alex Chung, il faisait des trucs assez sociaux aussi. Choi Ark à la télé, je sais plus ce qu'il a fait. Mais Choi Ark, par contre, si on regarde ses films, et surtout ses premiers films, c'est surtout des films fantasques, des essais plastiques, même Choi Ark, on essaie souvent de lui coller une étiquette de réalisateur contestataire, ça se voit pas tant que ça, je trouve, hein, contrairement à d'autres réalisateurs hongkongais ou même Bah, chinois. à Nui, par exemple, moi j'étais vraiment très étonné. Enfin, c'est très étonnant les trois films dont on parle, surtout les deux Oui, premiers oui, oui. deux. Bah, Android, en Ok. fait, alors, oui, The Way We Are, ça se voit que c'est. Mais encore, The Way We Are, disons que c'est le film qui a une couleur documentaire. Je sais pas si c'est comme. J'ai l'impression qu'elle a filmé à la caméra DV. Tu t'y connais peut-être mieux que moi, tu pourras peut-être me le dire. Je suis pas très bon malheureusement d'un point de Non, vue t'es pas bon technique, non plus. mais non plus, ouais, non plus. La tarte, elle fait un peu documentaire, comme ça se faisait un peu dans les années 2000. Je sais qu'il y a des cinéastes qui ont tourné à la caméra DV, bah, notamment Wang Bing, et lui, ils sont. Et c'est- oui, c'est- et Et puis Abbas Kiarostami, il a fait quelques essais de fiction en caméra DV aussi. The Weaver, je suis pas sûr si c'est le master qui me donne cette impression, qui est un peu vieillissant, ou si c'est vraiment comme ça qu'elle a tourné. Mais en tout cas, il y a cette couleur documentaire. Mais si tu veux, il y a cette Anoué, je pense qu'elle a une caractéristique dans tous ces sujets, c'est qu'elle se met au niveau de ses personnages. Et ça peut être des grands romanciers dont elle fait le biopic, ça peut être des bourgeois de Hong Kong quand elle reconstitue le Hong Kong des années 40, ça peut être des petites gens donc de ce quartier pauvre de Hong Kong dans The Way We Are qui est Tin Shui Wai. Et quand elle le fait avec une couleur en nuance. Elle montre les difficultés de cette situation de vivre dans ce quartier populaire, d'être une femme divorcée dans le Shanghai, Hong Kong des années 40, d'être un immigré vietnamien. Quand la situation est très difficile, elle n'hésite pas à en montrer la tragédie qui court. Dans cette trilogie du Vietnam, enfin, tu te rappelles de la fin de Boat People, elle est horrible, quoi. La fin de Boat People, c'est l'apocalypse, hein. Mais elle peut aussi, en se mettant au niveau de ses personnages, montrer leur vie dans ce qu'elle a de dur, mais aussi d'humain. The Weaver, c'est un portrait tout en douceur de ces personnages. Et elle leur rend vraiment honneur et je pense il faut pas lui retirer cette capacité donc de se mettre au niveau de ses personnages et de pas tout montrer d'un sens uniforme et unilatéral. quel était son rapport avec le gouvernement, avec la politique? Alors, Anne Rouy, il y a une interview d'elle où elle disait que pour la politique directement, ça je ne sais pas, j'ai pas le détail. Par contre, pour ce qui est du cinéma, elle disait qu'elle a toujours eu la sensation d'être traitée comme n'importe quel autre cinéaste homme. Et donc apparemment, elle s'est tirée la foudre des féministes qui lui reprochaient de ne pas être assez en colère à ce niveau-là. Voilà, donc elle a tracé son chemin naturellement. Elle a réussi à vraiment à frayer son style et à pas trop faire de compromis, je le pense. Peut-être dans son dernier film, il paraît, je l'ai pas vu non plus. Alors, son avant-dernier film, Portal Welcome, qui est voilà, où on sent l'emprise de la partie chinoise de la production sur ce genre de production assez importante. Où, je cite Arnaud Lanuc qui en parle dans un bonus de Spectrum, je lui fais confiance. Oui, oui, ça tu oui, Arnaud Lanuc, qu'on salue. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est important de voir des films de Anhui? Très important. Et parce que est-ce que ça nous dit quelque chose aussi, non pas de la société chinoise, mais aussi de notre société dans le monde entier? Mais si tu veux, Anne Hui, c'est une réalisatrice vraiment de Hong Kong. Hong Kong, une petite nation où il est peuplée par des Chinois et qui a subi doublement l'occidentalisation, d'une part parce qu'elle a été colonisée par les Britanniques et qu'elle a été administrée par les Britanniques, et d'autre part parce que dans les années 80, c'est la déferlante de l'occidentalisation des sociétés. Je te cite pas Tokyo God de Wim Wenders qui montre Tokyo parasité par la culture américaine, hein.
Et donc, si tu veux, elle est témoin de ce tiraillement. Kim Woo, il est très chinois, Kim Woo, j'en ai parlé pendant la vidéo du Wu Xiapian, c'était vraiment un lettré chinois, mais à la ville, il se déplaçait dans une voiture américaine et il a vécu aux États-Unis. Donc, Anhui, elle nous dit beaucoup de notre société moderne. Je pense que c'est vraiment une cinéaste elle a commencé au début fin des années 70, début des années 80. Pour moi, c'est là que je situe ce que j'appelle le cinéma moderne ou contemporain, ou je ne sais pas ce qu'on dit. Et du coup, elle a vraiment donné des couleurs à cette époque et dans toutes ces turbulences. Comme tout cinéaste hongkongaise, elle a eu du mal dans la partie récente de sa carrière à ne pas être coproduite par la Chine. C'est un passage obligé. Je ne connais pas un cinéaste qui est resté entièrement à Hong Kong. Bon, je dis ça, c'est une exagération, il doit y en avoir, mais la plupart des cinéastes hongkongais ont fini par se faire coproduire par la Chine. Et donc, mais rien que Hating Springs, c'est une coproduction hongkongaise-chinoise. Ça a été tourné à Shanghai et il y a même une part de, je ne sais pas si c'est de production, mais il y a des acteurs taïwanais qui sont venus, une partie qui vient de Taïwan, notamment le chef opérateur Mark Leping-Bing. Et voilà, il y a des flux entre ces trois, ce triangle, Taïwan, Chine et Hong Kong. Anhui, elle s'est inscrite vraiment dans ce triangle. Et en même temps, elle parle de l'influence de l'Occident. Donc oui, je pense que c'est une cinéaste très globale qui, dans ses films, parle de drame, peut aborder des tons plus légers, s'intéresse aux immigrés, s'intéresse aux femmes, s'intéresse aux LGBT, s'intéresse aux hommes aussi. Elle oublie pas grand monde, j'ai l'impression, dans son monde. Et c'est pour ça que son point de vue, il est vraiment entier. Il couvre une large partie du spectre social, politique, économique de ce qu'on peut aborder au cinéma, que ce soit à Hong Kong ou plus large. 3 films donc, édités chez Spectrum. Je répète, il y a tout d'abord Love in a Fallen City qui a été réalisé en 84, ensuite Hating Springs en 97, et puis The Way We Are qui a été réalisé en 2008. Dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez trouver le lien qui permet de vous procurer ces 3 films. Est-ce qu'il y aurait quelque chose peut-être à dire pour le mot de la fin concernant Anhui? Parce que j'ai cette impression... Oui, tout à fait. Alors, juste une chose, j'ai cette impression que c'est un cinéaste qui, par rapport à la nouvelle vague qui a eu lieu, j'ai l'impression que c'est un des rares cinéastes qui a continué encore à faire quelque chose, à part Swark, mais Swark, c'est une exception, Swark, mais il n'y a pas forcément de nostalgie d'une certaine période dans sa manière de filmer. C'est toujours de regarder ce qu'il y a devant elle. J'ai cette impression-là. Oui. Alors oui, d'autant plus que quand elle fait ses films au passé, elle parle du présent, voire un peu de l'avenir. Elle arrive à vraiment à couvrir beaucoup de choses en parlant parfois de tout à fait autre chose, et ça c'est le propre des grands cinéastes. Je voudrais préciser qu'on va la retrouver au cinéma normalement, Anhui, dans le film à sketch Septet, une histoire de Hong Kong. 7 réalisateurs de Hong Kong sous la houlette de Johnny To ont réalisé un segment chacun. Et normalement, ça doit sortir au cinéma. En France, ça a été reporté, mais ça va bientôt arriver. Et il y a un segment tourné par Anhui pour faire le portrait d'une période de Hong Kong. Elle est tout à fait partie intégrante de ce projet et ça prouve que c'est une cinéaste hongkongaise incontournable. On l'attend avec impatience. J'en entends parler beaucoup de ce projet, de ce fameux projet. Bon, en tout cas, on sera là pour le découvrir. Merci beaucoup, Maxime, d'avoir été présent encore une fois de plus. C'était vraiment un plaisir et on va se retrouver très certainement pour parler. Tu m'avais dit de Sylvia Chang. Sylvia Chang. Et c'est quand est-ce que son film sort? Alors, je ne sais pas exactement, je viens de voir passer il va sortir chez ARP en distribution en salle. Je pense, à mon avis, ça sera pour 2022, probablement début 2022. Donc, c'est juste 2 mots, hein, c'est une actrice taïwanaise qui a traversé tous les films depuis les années 70. Elle a connu King Woo, Edward Yang, Bigan plus récemment. Elle a joué dans des comédies, dans le drame, et surtout, elle a réalisé une quinzaine de films de très grande qualité, de tout genre, des comédies romantiques, mais aussi des drames et des choses plus osées, plus intéressantes, plus subtiles. Ambitieux, voilà, que Murmur of the Earth. Toute sa filmographie est d'excellente qualité. Il faut vraiment la redécouvrir. Et si on peut en parler pour la sortie de son film, elle apparaît de temps en temps sur les écrans, donc sur Un grand voyage vers la nuit de Bigan en 2019, on l'avait vu déjà. Et si on peut en parler pour le film, là où elle aura un rôle important, ce sera avec plaisir. Eh ben, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup en tout cas, Maxime. C'est toujours un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Hein. T'es à la maison. Ah ouais.
super. Et bien évidemment, il y a aussi un petit lien qui renverra à ce site passionnant, une revue comme ça des cultures d'Asie, c'est Estasia, et c'est voilà, un espace, un laboratoire en tout cas d'écrits, de sons et d'images, très important, et je les salue affectueusement. Voilà. Merci beaucoup Maxime, à très vite. Alors, oui, je t'en prie. Juste à propos de Sylvia Chang, on va écrire une vidéo, elle va bientôt sortir, ça fait partie de notre trilogie de vidéos taïwanaises. Edouard Yang qu'on a sorti il n'y a pas très longtemps, Wu Xiaoxian encore moins longtemps, et donc la trilogie taïwanaise, ça sera Sylvia Chang. Donc Kefren, il sera très content que j'en fasse un petit peu la pub juste avant de partir. Mais qui est Kefren? Ça, c'est une grande question, ça. Qu'on le salue aussi. Pas de souci. Merci beaucoup en tout cas, Maxime. Très bonne soirée à toi. Bonne soirée à tout le monde. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle